Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur la chaîne des références. Un intervenant dans cette édition, il s'agit d'Eric Izami Boanzale, qui est journaliste à la rédaction d'Antena. Il nous revient fraîchement du Katanga où il a été accompagné d'une délégation de la Commission électorale nationale indépendante dans une tournée avec lui. Nous parlerons justement de ce passage des dirigeants de la CENI au Katanga. Bonsoir Eric Izami. Bonsoir James Katamboa. Voilà, alors bonsoir à vous également chers téléspectateurs. Reçu en audience ce mercredi par les ministres de l'Intérieur, l'ambassadeur de la Chine en RDC a confirmé l'appui financier de son pays pour la réforme de la police nationale congolaise. Richard Mouyej a par la suite conféré avec les députés nationaux et provinciaux du Nord Kivu sur la situation sécuritaire de cette province. C'est un reportage de nos confrères du ministère de l'Intérieur. Des poches d'insécurité, parfois avec des cas d'assassinat, la situation préoccupe le gouvernement de la République. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej Manguesmans, a écouté les préoccupations soumises par quelques élus nationaux et la Chambre de représentation provinciale pour mettre fin à cette situation dans la province du Nord Kivu. Nous avons parlé de deux points principaux. Le premier, c'est justement l'insécurité grandissante et qui est devenue permanente en province du Nord Kivu. C'est chaque jour, par exemple, pour ne commencer que par la ville de Goma, qu'il ne se passe aucune nuit sans qu'une personne meure. Le ministre a été très sensible, il a promis de pouvoir non seulement s'investir, mais également il vient de nous promettre de pouvoir sensibiliser ses collègues et de toucher la hiérarchie pour qu'il y ait prochainement une mission qui descendra au Nord Kivu pour essayer d'appréhender tous ces problèmes et de pouvoir y apporter une solution rapide. D'autre part, l'ambassadeur de Chine en RDC, Wang Yinggu, arrivé fin mandat, a fait l'état des lieux de la coopération entre Pékin et Kinshasa, notamment dans les domaines de la sécurité. Les diplomates chinois ont annoncé la poursuite des projets financés par son pays dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise. Nous avons parlé des relations de coopération entre nos deux pays en général et la coopération dans le domaine de la police en particulier. Pour la sécurité, nous apprécions les efforts des autorités congolaises pour renforcer la stabilité dans l'ensemble du pays et parfois dans des conditions difficiles. Alors aujourd'hui, la Chine a beaucoup développé son industrie et aussi sa capacité de la sécurisation du pays et nous sommes disposés à partager notre savoir-faire, nos expériences et nous sommes aussi disposés à entamer une coopération dans la formation. Quelques prévenus congolais à la CPI ont bénéficié d'une liberté provisoire de l'unique juge de la Cour, notamment Fidel Babala, qui a choisi pour pays d'accueil la RDC. Qu'en sera-t-il si, pour une deuxième fois, la RDC lui refusait cela? C'est plutôt ce reportage de Lila Ndani et Josène Belebele. 6 septembre 2014, l'unique juge de la Cour pénale internationale a déclaré la possibilité de pouvoir accorder une liberté provisoire aux prévenus congolais, notamment Jean-Jacques Mangenda, Narcisse Arido, Aimé Kilolo, Fidel Babala et autres. Alors il est important de préciser que la chambre préliminaire qui s'occupe de cette affaire n'a pas rendu une décision de mise en liberté provisoire de M. Fidel Babala et même concernant les autres personnes qui sont poursuivies. Selon la loi, ces prévenus ont le libre choix pour les pays d'accueil. Pour sa part, Fidel a opté pour la RDC. Qu'en sera-t-il si pour cette deuxième fois sa patrie n'accédait pas à cette demande? Le juge a donc estimé qu'il était important d'abord de voir est-ce qu'il y a des États qui pourraient être disposés à pouvoir le recevoir et d'ailleurs
par rapport aux États disposés à pouvoir le recevoir, ce sont ces personnes eux-mêmes qui ont indiqué un certain nombre d'États. Toutes les personnes poursuivies ont indiqué les États dans lesquels ils souhaiteraient se retrouver si on leur accorde une liberté provisoire. La Cour pénale internationale fixe jusqu'au 10 octobre 2014 la durée de l'attente des observations et conditions proposées par tous les pays d'accueil pour délibérer sur la décision d'obtention de la dite liberté provisoire des prévenus. Une autre affaire qui défraye la chronique est celle qui met en cause le président kenyan, Uhuru Kenyatta. Celui-ci était aujourd'hui devant la Cour en simple citoyen. Le président Uhuru Kenyatta, qui est allé participer à une audience aujourd'hui par rapport à son procès, c'est une audience qui porte sur ce qu'on appelle les conférences de mise en état. Ce n'est pas le procès, parce que le procès a été reporté, mais c'est une audience qui permet de préparer le procès. Et pendant cette audience, ils vont les discussions vont notamment porter sur des questions de coopération entre l'accusation et le gouvernement du Kenya. La comparution proprement dite du président kenyan en exercice à la Cour pourrait avoir lieu au cas où les juges de la CPI décidaient d'organiser un procès. La présence des troupes burundaises à Kiliba dans les Sud Kivu et la rumeur sur une éventuelle réorganisation des M23 déchus ont constitué les sujets abordés ce mercredi au cours du point de presse hebdomadaire des Nations Unies. C'était au quartier général de la MONUSCO à la Gombe. Sylvie Fortuné Mboula et David Tembeni. Des questions d'ordre sécuritaire ont été évoquées au cours de cette rencontre avec la presse. En ce qui concerne la présence de troupes burundaises au Sud Kivu, l'armée burundaise confirme, l'armée congolaise demeure. Et qu'en pense la MONUSCO? Nous suivons effectivement la situation sur place au Sud Kivu de très près. Nous estimons, après les déclarations des uns et des autres que nous avons entendues d'ailleurs, qu'il s'agit d'une question de souveraineté nationale entre les deux pays. Et que ce genre de situation, on le voit aussi au niveau d'autres régions en Afrique de coopération. Pour ce qui nous concerne, nous, la MONUSCO, nous avons un mandat clair. Et on vous le rappelle souvent, ce mandat. Et si vous ne le savez pas, le général Champion tout à l'heure y touchait un peu. Le premier mandat confié par nous, par le Conseil de sécurité, c'est vraiment la défense et la sécurité des populations locales. Nous avons ensuite un mandat de stabilisation du pays. Nous avons ensuite la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et aussi soutenir l'effort de développement. La société civile du Nord Kivu dénonce déjà la forte probabilité d'une réorganisation de M23. Les commandants de la police MONUSCO répondent pour fixer les esprits. Ici est d'accord que le M23 en tant que mouvement militaire n'existe plus. Il n'est pas exclu que les rumeurs circulent, mais vous savez, notre vigilance avec les FARDC est au summum et nous restons vigilants pour poursuivre le monitoring, le suivi de ces rumeurs qui circulent. Mais a priori, je pense même que le général commandant de la force de la MONUSCO, le général Carlos Santos Cruz, avait ici lors des séances précédentes dit de manière très claire que ceci ne pouvait que constituer des rumeurs, mais ça ne nous empêche pas de rester vigilants. Cette situation est suivie de près par la mission onusienne en RDC et au bout du rouleau, la vérité ne tardera pas à éclater. Le patron de la MONUSCO, Martin Kobler, et les ministres de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, ont effectué mardi une visite sanitaire à Djera, dans les territoires des Bouendé, à l'Équateur. La situation sur place est en train d'être maîtrisée grâce au professionnalisme du corps médical. Je vais plutôt ce carnet des voyages de Sylvie Fortuné Mboula. Le jour passe mais ne se ressemble pas. C'est le cas de le dire à Djera où l'épidémie à virus Ebola a secoué tout le monde il y a peu. Martin Kobler et Kabange Numbi s'y sont rendus ce mardi 7 octobre pour une visite d'inspection. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC a remis officiellement les tentes érigées par la MONUSCO pour abriter le corps médical venu de Kinshasa et d'ailleurs. Martin Kobler et Kabange Numbi sont impressionnés du travail abattu sur terrain pour sauver des vies humaines plongées dans une grosse frayeur et psychose. Ça, c'est une visite de solidarité aussi pour vous, de montrer que nous sommes solidaires, pas seulement le gouvernement, aussi toute la famille des Nations Unies. Alors, merci bien. Nous sommes ici, vous avez dit, les vrais amis, ce sont des amis dans des situations difficiles.
Et c'est très important. Nous sommes ici de vous soutenir. L'équipe de travail sur terrain affirme avoir maîtrisé le mal d'Ebola au 6 octobre 2014. Les tableaux indiquent 43 nombres de décès, total de contacts enregistrés, 1121 et 830 contacts sont sortis après 21 jours de suivi. Il reste donc 291 cas à suivre, dont 50 à Lokolia et 241 à Boende. Dans un tout autre registre, après la province orientale, le Maniema, les Congolais du Katanga profond ont donné de la voix quant à la révision ou pas de la Constitution en vigueur en RDC. Suivez-les, ils sont ici au micro d'Eric Kisami. Avez-vous l'impression que le peuple congolais est prêt à accepter une quelconque modification de la Constitution? Non, là, je dirais non. Le peuple congolais n'est pas disposé à aucune révision constitutionnelle. Elle est contre. Et il n'y a pas de raison de réviser la Constitution. Il n'y a pas de raison. Alors, si on veut revoir, qu'on revoie ça d'une façon calme, beaucoup plus posée, c'est-à-dire après les élections de 2016. Là, il n'y a pas de problème. Si nous trouvons que quelque chose ne va pas et que nous ne savons pas continuer avec l'ancienne constitution, pas mieux de réviser. Et même si nous révisons, on ne révise pas, et même si on révisait, qu'est-ce qui va déranger? Parce que nous craignons qu'il y ait continuité de pouvoir, même si on révisait. Voyons au Sénégal. Et le président sortant avait demandé à ce qu'on révise. L'opposition n'a pas préféré, mais en définitive, il a préféré ça. Il a accepté. Et est-ce que le président était sorti? Il a échoué. Ce n'est pas la Constitution qui élit. C'est la population qui élit. Cette histoire de révision constitutionnelle à Kamina, c'est aussi une préoccupation. Nous pensons que la constitution qu'on a aujourd'hui, c'est l'expression populaire. L'expression populaire exprimée par l'ensemble de notre peuple. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un vienne réviser cette constitution parce qu'il veut le faire, parce qu'il veut se maintenir au pouvoir. À Kamina, nous voulons bien que les élections soient organisées avec l'actuelle constitution. On ne voit pas l'intérêt du peuple congolais dans cette révision. Posez au moins la question à ceux qui veulent réviser la Constitution. Quel est l'intérêt du peuple dans cette histoire? Voilà, je me tourne vers vous. C'est vous qui venez de réaliser ce reportage. Vous avez accompagné une délégation de la CENI au Katanga, délégation qui était conduite par le vice-président de la CENI, M. André Mpungwe. Il s'agissait de quoi exactement lors de cette tournée et quelles sont les villes qui ont été visitées? Nous avions été à Lubumbashi, Kolwezi, Kamina et Kalemi. Ensuite, nous avions accompagné le vice-président de la CENI, André Mpungwe Songo, comme vous l'aviez dit. Lui, il était accompagné de Gustave Omba, qui est l'un des membres de la plénière, qui est aujourd'hui l'organe de prise des décisions de la Commission électorale nationale indépendante. En effet, c'était pour le lancement des cadres de concertation avec les différentes parties prenantes. Vous le savez, après les élections de 2011, il y a eu une cassure. Les vitres se sont brisées entre la population d'un côté et puis la centrale électorale de l'autre parce que, semble-t-il, et puis c'était aussi avéré, tant au niveau national qu'à l'international, les élections ont été décriées par plusieurs personnes. Alors pour recréer la confiance entre la CENI et les différents partenaires, la nouvelle CENI, aujourd'hui dirigée par M. l'abbé Malou Malou et les autres, ont convenu de pouvoir aller maintenant à la rencontre de la population, des forces vives, pour instaurer les dialogues, le maintenir et comme ça, parler chemin faisant pour voir dans quelle mesure recréer la confiance entre les différents acteurs et puis évoluer pour organiser des élections libres, démocratiques, transparentes et surtout justes et apaisées, tel que la population le veut aujourd'hui au niveau de toute la République démocratique du Congo. Vous qui couvrez pour nous les activités de la CENI, vous pensez que cette confiance est en train de renaître entre la population et la CENI? Est-ce que la démarche a un sens?
Oui. Cette démarche de la CENI de s'ouvrir à ces différents partenaires est louable. Partout où nous sommes passés, nous ici à Kinshasa comme ailleurs où on a été voir les différentes parties prenantes. En tout cas, cet effort de s'ouvrir aux différents partenaires est louable. Mais il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et puis, bon, je constate quand même que l'espoir renaît. Mais encore faut-il le consolider. Il ne suffit pas seulement de lancer et d'instaurer les dialogues. Encore faut-il le maintenir et l'entretenir, l'orienter pour que ça puisse davantage se consolider. Nous, on en a vraiment besoin dans une jeune démocratie comme la nôtre. Là, je vous pose une question en tant qu'analyste, donc quelqu'un qui suit pour nous pas à part les activités de la CENI. Est-ce que la CENI, à l'heure actuelle, peut se dire prête à honorer son calendrier électoral? Ça sera aux 13 membres qui pilotent la centrale électorale de répondre à cette question, mais je constate seulement qu'il y a des préalables. Notamment, la CENI a besoin de plusieurs lois pour sous-tendre son action au niveau du pays, pour, par exemple, publier le calendrier global, tant demandé par les uns à les autres. Ici, chez nous, en République démocratique du Congo, nous avons une approche que d'avoir le budget annuellement. Mais bon, s'il faut avoir le calendrier global pour les élections allant de 2013 jusqu'en 2016, il nous faudra cette fois-là que le Parlement rassure la CENI de lui adjoindre le moyen conséquent et puis par devers le gouvernement qui devra financer toutes les opérations pour pouvoir être sûr de publier un calendrier pour lequel on devra s'attarder et puis jusqu'à aller en 2016. Mais si par contre il n'y a pas ces budgets ou cette assurance que de produire un budget pluriannuel allant de 2013 jusqu'en 2016, ça ne sera pas facile pour la CENI que de dire elle est prête. Mais je constate déjà que nous avançons petit à petit parce que déjà ça sera le mois de décembre et le mois de décembre sonnera l'heure d'aller déposer les différentes candidatures au niveau de la CENI pour prétendre briguer des mandats au niveau local, municipal et urbain. Merci les amis. Peut-être je reviendrai à vous vers la fin du journal, si on a encore quelques secondes, pour dire un mot sur ces petits sondages que vous avez réalisé à propos de la révision constitutionnelle dans le Katanga. Un nouveau rebondissement dans l'affaire des 107 millions de francs congolais de l'opposition politique congolaise. Jérôme Sekana, coordonnateur de l'association des journalistes économistes du Congo, rassure que cet argent est bel et bien là. Des précisions à ce sujet dans ce reportage de Ricardo Bakwa et Duzen Belebele. L'opposition parlementaire se plaint d'une part, et d'autre part, l'association Toile d'Araignée vient non seulement de rassurer l'opinion publique, mais également l'opposition politique congolaise sur la vraie destination des 207 millions de francs congolais alloués au poste du porte-parole de l'opposition en RDC. Pour Jérôme Sekana, coordonnateur de cette association, l'argent de l'opposition est bel et bien là, à condition que cette dernière... Ils doivent d'abord désigner un porte-parole, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale doit convoquer une plénière au cours de laquelle l'opposition doit désigner un porte-parole. Et s'il désigne, même tout de suite, eh bien, ils peuvent engager cette dépense et le gouvernement devra nécessairement débloquer les 207 millions de francs congolais. C'est leur droit, c'est repris noir sur blanc dans le budget de l'État. Au nom de quoi on peut leur refuser ça? Mais par contre, s'ils continuent à s'agiter, s'ils continuent à fonctionner dans le désordre, s'ils n'arrivent pas à s'entendre pour désigner un porte-parole, eh bien, ils vont perdre cette année encore les 207 millions de francs congolais qui se trouvent là-bas. Et ils doivent le faire le plus rapidement possible. Il revient à cet effet aux membres de l'opposition politique congolaise d'avoir leurs apaisements. Par ailleurs, il est aussi temps pour les deux chambres du Parlement de penser à la plénière qui devra organiser l'élection du porte-parole de l'opposition politique congolaise. Les membres du bureau de conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'en sigle, étaient réunis en assemblée plénière ce mercredi. 2 points ont été à l'ordre du jour, à savoir la gratuité de l'avis favorable et la tenue d'une journée pédagogique où l'on va aborder l'épineuse question de la publicité dans les médias. Les rapporteurs Chantal Akanimbo ont fait les points au micro de Sylvie Fortuné-Mboula et David Tembeni. Le Conseil a décidé en ce jour d'organiser des journées pédagogiques sur la diffusion de la publicité des boissons alcoolisées d'une manière particulière et des autres produits d'une manière générale.
Ces journées pédagogiques seront organisées très prochainement, en tout cas avant la fin de ce mois, avec les animateurs des émissions de chronique musicale, des émissions sportives, les annonceurs, les agences de publicité, les délégués des orchestres, les délégués des comédiens, des structures étatiques et privées, des responsables des médias et directeurs de programmes. Ces journées seront organisées, comme je vous l'ai dit, avant la fin de ce mois. Ces journées pédagogiques sont très très importantes pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, dans la mesure où nous avons observé une récurrente habitude de diffuser la publicité des boissons alcoolisées en dehors des heures indues et en dehors des normes fixées par la réglementation. Et nous avons jugé que ça dure depuis trop longtemps et qu'il est temps aujourd'hui d'arrêter ces mauvaises habitudes, parce que nous avons également comme attribution de protéger les enfants, et la diffusion des boissons alcoolisées en dehors des heures fixées par les dispositions réglementaires ne protège nullement les enfants. Le Conseil a également décidé que les avis de conformité concernant la création des entreprises de presse sont gratuits, sauf les avis de conformité relatifs à la publicité, conformément au règlement intérieur du CESAC. Ces avis de conformité concernant la publicité seront délivrés moyennant paiement des frais administratifs. Une semaine déjà s'est écoulée depuis que les transporteurs des camions sont en grève, revendiquant l'amélioration de leur social. Et ce mercredi, ils se sont retrouvés avec les présidents de leur syndicat pour évaluer les pourparlers avec le gouvernement central. Plus de détails avec Élisée Ewamarakiza depuis Matadi. Ils étaient près de 500 personnes, chauffeurs tout comme convoyeurs, ce mercredi 8 octobre 2014, au Dancing Bar La Payotte à Matadi, desservant la ligne Boma Matadi-Kinshasa, réunis pour avoir la suite des pourparlers de leur syndicat Le Fort et le gouvernement congolais suite au déclenchement de la grève de ces usagers de la route qui a commencé il y a plus d'une semaine. La délégation venue de Kinshasa, avec pour mission l'arrêt immédiat de la grève, conduite par Timothée Ludeka, conseiller du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, a lu le communiqué conjoint signé par le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance et celui des transports et voies de communication qui a sanctionné ces pourparlers, soulignant que les discussions sur les barèmes salariales et la prime reprendront dès le retour de la délégation à Kinshasa. L'accès au port sera seulement réservé aux transporteurs routiers en ordre avec l'État et respectant les accords du 19 janvier 2013. La réouverture des discussions sur les taux de droit de péage sur la nationale numéro 1 au regard de la nouvelle réglementation sur la circulation des camions poids lourds. Ensuite, le président du syndicat, André Chikouji, a expliqué les termes du communiqué conjoint, notamment l'imposition de la vignette à tous les transporteurs qui sera délivrée une fois tous les 3 mois. Cette vignette sera un accès au port et même pour payer les frais de péage, car elle servira de permis d'exploitation. Pour alors permettre à la délégation venue de Kinshasa de négocier en position de force, des alternatives ont été proposées par André Chikouji, à savoir la levée de la grève ou libérer les deux entreprises de transport en ordre avec l'État congolais. Un débat houleux s'en est suivi en présence du maire de la ville de Matadi, Jean-Marc Védier Mukombo. Ne trouvant aucun accord et la nuit portant conseil, l'autorité urbaine a proposé de se retrouver une fois de plus ce jeudi 9 octobre 2014 à 10h pour une conclusion. Attendons voir, car l'économie congolaise en dépend. Élisée Ewamarakiza depuis Matadi pour le compte de Antenne A. La justice congolaise vient d'ordonner la main levée de la saisie et la restitution des 584 grumes de Wenge exploités illégalement par la société Terco à la société Talatina. C'est ce qu'a annoncé la coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois au cours de son point de presse animé hier au siège du Fonds mondial pour la nature WWF. Reportage Polydor Ngaziami. Dossier à nombreux rebondissements. L'affaire Talatina contre Terco semble trouver un dénouement. En effet, la justice congolaise, par le biais du PGR, vient de mettre fin aux tergiversations qui l'ont tiré en longueur en ordonnant la main levée de la saisie et la restitution de la cargaison des 584 grumes de Wenge à la société Talatina.
La coalition nationale des ONG environnementales contre l'exploitation illégale de bois, qui s'en réjouit, félicite les autorités du ministère de l'Environnement et Conservation de la Nature et encourage la justice à aller jusqu'au bout. La coalition encourage en tout cas la justice à aller jusqu'au bout de la procédure judiciaire ouverte contre les criminels forestiers et de leur infliger une sanction exemplaire de nature à décourager d'éventuels aventuriers qui risqueraient encore dans l'exploitation illégale des forêts congolaises. Pour la coalition nationale contre l'exploitation illégale de bois, ce dénouement est aussi le fruit d'un combat qu'elle aura mené en collaboration avec les médias en faveur de la gouvernance forestière. Mais les 10 combats continuent particulièrement au sujet de l'affaire Talatina Terco, qui, après la décision du PGR, fait déjà l'objet d'interférences. La coalition aujourd'hui, suite à la décision du procureur général de la République, est informée de l'irruption dans le dossier de quelques autorités judiciaires et politiques qui tenteraient, selon les formations en possession, de s'opposer à l'application de la décision du procureur général de la République. La coalition s'est dit déterminée à dénoncer les actes d'exploitation illégale de forêts et à soutenir les efforts du gouvernement dans l'application de lois et la lutte contre la corruption. Voilà, prenons à présent la revue de presse dans une sélection et un commentaire de Domomata. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Hier, à Kingakati rapporte l'avenir, Kabila a rappelé ses troupes à l'ordre. L'autorité morale de la majorité présidentielle a conseillé à ses hommes de recadrer leur politique communicationnelle de manière à replacer la famille politique au centre et à l'orienter vers les objectifs politiques du groupe et non pas des individus ou groupes d'individus de la MP. Personne ne peut être au-dessus de la MP, quelle que soit sa fonction au sein de l'appareil de l'État, a martelé le Raïs, renchéri Forum de Zas. Le président de la République note la prospérité, a appelé avant tout lors de cette rencontre le gouvernement a redoublé d'ardeur dans l'exécution des travaux en vue de la poursuite de la révolution de la modernité à travers le pays. Pour la référence plus, l'objectif de la réunion d'hier à Kingakati était de réfléchir sur le voies et moyens pour faire avaler la pilule de la révision constitutionnelle aux Congolais. La MP aurait d'ailleurs opté de pousser le peuple au référendum. Laisser le peuple s'exprimer, c'est ce que soutient également Nkosazana Zuma. La présidente de la Commission de l'Union africaine reconnaît que toute constitution doit être respectée, mais en cas de nécessité de révision, il faudrait un consensus ou à défaut, laisser le peuple s'exprimer. Diosmatem Toons, nouvel opérateur annoncé dans le secteur des télécommunications, aimerait également laisser le peuple s'exprimer. Pour ce faire, elle vient de réceptionner une nouvelle et importante quantité de matériel et a déployé plus de 50 pylônes à travers la ville de Kinshasa. La société projette le lancement commercial avant la fin de l'année 2014. Cadre de Diosmatem Toons, Constant Mopanzé a annoncé le 6 octobre à la presse que dans le cadre de la programmation de la taxation du budget de l'exercice 2014, cette société a payé au mois de septembre 2014 la troisième tranche de 5 62 500 $ américains au trésor public, conformément à l'acte d'engagement que Yosma a signé avec la DGRAD sur l'échéancier de 2014. Et pour tous les propriétaires des véhicules qui n'ont pas payé leur vignette, la DGRAD vient d'annoncer les recouvrements forcés des vignettes automobiles. Les assujettis non en règle verront leurs documents de bord saisis et leurs engins placés en fourrière aux différents postes de police. Information à lire dans les colonnes des dépêches de Brazzaville. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et à demain. Voilà, Eric Gizami, on va bientôt boucler ce journal. En une minute, dans le corps du journal, vous nous avez proposé un reportage sur un mini-sondage à propos de la révision constitutionnelle au Katanga. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que le débat est également houleux de ce côté-là, à ce propos? Le débat est très houleux dans les Katanga et par extension dans toute la République démocratique du Congo, et il appartient à nos élus, députés nationaux, ils sont à 500 au niveau de l'Assemblée nationale et 108 au niveau du Sénat, de pouvoir décider, c'est-à-dire de lever les options. Mais la CENI, apparemment, démontre qu'elle a la volonté de bien faire pour redorer les blasons ternis en 2011. Encore faut-il que le gouvernement lui donne le moyen conséquent pour que la CENI actuelle arrive à nous proposer des élections réellement démocratiques, libres et justes. Et nous attendons que les uns et les autres, chacun fasse son boulot au niveau du Parlement, qui vote des lois
attendu pour la fixation des limites de province, pour la programmation de l'installation progressive des différentes provinces qui devront venir parce que l'actuelle constitution prévoit 25 provinces plus la capitale. Kinshasa, ça fait 26. Ce n'est pas encore fait. Il y a beaucoup de préalables qui tardent à venir du côté du gouvernement et au niveau du Parlement qui se prononcent parce que, figurez-vous, la CENI a déposé depuis fin janvier 2014 la feuille de route qui, elle, reprenait toutes les activités à mener dans une sorte de fiche signalétique depuis 2013 jusqu'en 2016. Voilà. Merci Eric Izami. On vous retrouve pour des plus autres débats dans l'émission Agora. Avec le même plaisir. Merci. Ok, je recevais donc comme intervenant dans ce journal Eric Izami, journaliste à la rédaction d'Antena. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre sympathique attention. Nous espérons vous retrouver très nombreux demain à la même heure avec le même plaisir. Dans l'entretemps, portez-vous bien.